Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à un maximum de questions sur comment s'approvisionner en bois de menuiserie et ébénisterie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est bois pour le travail intérieur, donc ameublement, porte, tout ce qui est ouvrage menuisier, mais pas tout ce qui est charpente ou autre. Que les choses soient bien claires à ce sujet. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Où s'approvisionner en bois, d'accord? Selon vos envies et vos critères, vous aurez les avantages et les inconvénients des différentes filières. Et ensuite, on va parler des défauts du bois. Comme ça vous permettra justement de reconnaître les défauts, l'incidence que ceux-ci ont sur le futur travail que vous allez vouloir effectuer avec, et donc pour du mobilier, de l'ébénisterie, de l'objet déco, etc. Et vous vous rendrez compte que certains défauts sont des avantages et d'autres sont vraiment des défauts à totalement éliminer. D'accord? Et une fois qu'on aura vu tous ces défauts, on parlera alors du cubage du bois, comment le cuber et donc le calculer en décomptant ou pas les défauts selon les méthodes des scieurs. A priori, cette vidéo-ci va être vraiment dédiée à où se fournir en bois et les défauts que vous pouvez rencontrer sur le bois. Et la deuxième vidéo sera justement totalement dédiée au mesurage des boules ainsi que les défauts à retirer en fonction du calcul du scieur. Comme ça, vous aurez avec ces deux vidéos, à mon avis, vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir aller sélectionner votre bois dans la filière de votre choix. Allez, c'est parti et on commence par où s'approvisionner en bois. Alors voilà, donc on va passer aux différentes possibilités d'acheter vos bois de menuiserie ou d'ébénisterie. Alors, première possibilité, grande surface de bricolage. Alors, avantage, inconvénient. Avantage pour moi, je dis bien pour moi, 0. Inconvénient, peu de choix, prix élevé et qualité bof, pour ne pas dire mauvaise. C'est une généralité que j'ai pu découvrir. Après, si vous avez la chance d'avoir une grande surface de bricolage proche de chez vous qui vend du bois de qualité, je parle bien menuiserie, qui vous donne une certaine diversité, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est toujours intéressant pour les gens de votre région. Ensuite, il y a les négociants en bois. Les négociants en bois, c'est pour la Belgique de nouveau, ça va être Biemar Bois, ça va être Crasse, ça va être Diffusion Menuiserie, pardon, ça va être Bourguignon Bois du côté du Brabant Wallon, ça va être Carlier Bois du côté de Namur, etc., etc. Ça, c'est des négociants en bois, donc c'est des gros fournisseurs qui sont dirigés fort sur le bois et le parachèvement, donc ils vont aussi bien vendre du parquet, des portes intérieures, du bois de charpente, de l'isolation, des plaques de plâtre, mais ils ont aussi donc des bois qui vont se retrouver sous forme de boules, de billes, de bois avivé, avec toute une série de possibilités en termes de choix. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc les avantages et les inconvénients, c'est généralement un prix moyen. Donc le prix sera correct, généralement. En tout cas, sera d'office moins cher que dans une grande surface de bricolage. Et ce sera les prix du marché. Donc vous ne trouverez pas beaucoup plus cher et beaucoup moins cher ailleurs. Généralement, ils sont tous un peu dans la même gamme de prix. Et ensuite, vous avez une grande diversité de possibilités en termes d'essence et vous aurez aussi une diversité de conditionnement. C'est-à-dire, soit vous allez acheter des plots. Généralement, ils sont ouverts à vente plot par plot. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'acheter la bille ou la boule complète et vous avez la possibilité d'acheter en avivé. Donc, comme je vous ai dit, en avivé, les bois sont déjà équarris, c'est des faces brutes. Et gros avantage supplémentaire, c'est que vous allez pouvoir, chez eux, généralement ils sont équipés, à demander des bois rabotés aux dimensions que vous souhaitez. Donc, si vous voulez des montants de porte, par exemple, qui font 120 de large, 40 d'épaisseur et 2,10 de long, pour vous garder de la marge pour vos assemblages, ils vont vous raboter 4 faces, vos montants de porte. Si vous leur demandez que ça soit du quartier, ils vous feront du quartier. Donc c'est un service que eux peuvent vous faire, que généralement les scieries ne feront pas. Les scieries, eux, vont se contenter de scier et vous vendre du bois brut. Certains vendent aussi du plancher, etc. Mais la majorité des scieurs vont vous vendre du bois brut.
Donc ça, c'est pour les négociants, c'est franchement un super endroit pour les novices, aller découvrir les bois, découvrir les différentes essences et essayer de se rendre compte des défauts, etc. Donc on y viendra après, et après justement avoir eu l'information sur les défauts, je vous invite vivement à aller chez un négociant et aller voir et vous rendre compte si vous avez compris et si vous allez déceler justement les défauts dont j'aurais parlé. Ensuite, le troisième endroit, ce sont les scieries. Et dans les scieries, quels sont les avantages et les inconvénients? Pour moi, le seul inconvénient entre guillemets de la scierie, c'est qu'ils ont des essences limitées. C'est-à-dire le choix d'essence est limité à la préférence du scieur ou à la région dans laquelle il se situe. Nous, par exemple, ici dans ma région, c'est principalement du chêne. Donc, il y a 2 scieries autour de chez moi. Toutes les 2 chênes, de temps en temps, ils ont du hêtre, un frêne, mais voilà, c'est assez rare. La plupart du temps, c'est voilà, du chêne, point barre. Si je veux avoir du hêtre ou du résineux, je sais à la Andenne, à la scierie Baudet, mais je peux aller alors plus bas, côté de Chevetogne, côté de Paliseul, etc., où là, je vais peut-être avoir du hêtre, et aussi du côté de Charleroi, mais vraiment, dans ma région, c'est principalement du chêne, et c'est difficile d'avoir d'autres essences. Donc, d'où de nouveau l'intérêt de me tourner des fois vers mon négociant quand je veux une essence particulière. Par contre, en scierie, vous aurez un prix qui sera moins élevé et qui sera adapté au choix du bois que vous allez choisir. Puisque au départ, ils auront déterminé la qualité du bois, comme d'ailleurs chez le négociant, avec les différents critères, les nœuds, les longueurs, les largeurs, etc. Ça, on y reviendra plus tard quand je ferai la vidéo sur les calculs du prix. Mais eux, voilà, ils ont débité l'arbre et ont pu voir les défauts au moment de la découpe. Et alors, pour terminer, un avantage qui pour moi est super important, c'est justement qu'on a un contact privilégié avec le scieur. C'est-à-dire qu'on a contact avec la personne qui a coupé en direct, il va pouvoir vous conseiller en fonction de ce que vous souhaitez faire. C'est pour ça que c'est important d'expliquer à votre interlocuteur ce que vous cherchez. Donc est-ce que vous voulez faire une table? Est-ce que vous voulez faire une commode? Est-ce que vous voulez faire un placard? Est-ce que vous voulez faire une cuisine? Et en fonction de ça, il va plutôt vous conseiller telle boule ou une autre, ou tout simplement de vous diriger vers de la Vivée, si c'est un petit projet, et que ça vous reviendrait moins cher d'acheter de la Vivée plutôt que d'acheter du plot. Donc, mais ça, pareil, en termes de prix, ça sera la prochaine vidéo. Donc, dernier point, ou plutôt dernier endroit où vous pouvez acheter, c'est de particulier en particulier. Et là, pour moi, c'est le point le plus compliqué, c'est de trouver un vendeur qui s'y connaît. Je m'explique. Si vous y connaissez et que vous allez chez un vendeur qui n'y connaît rien, vous allez devoir lui expliquer, si c'est une personne qui a été sur les réseaux sociaux, que son bois ne vaut pas ce qu'il vous demande. Et si maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire que si c'est la personne qui connaît, donc qui vend et qui connaît, et que la personne vient acheter, la personne va lui expliquer que le bois qu'il a est telle qualité, et voilà pourquoi il le vend à ce prix-là, et l'autre personne risque de se faire avoir. Donc l'idéal, quand on vend de particulier en particulier, c'est que ça soit 2 personnes qui connaissent la valeur du bois. Parce que quand je vois des gens qui mettent une photo d'un plateau de noyer ou d'un plateau de chêne qui fait 2,55 m, 60 de large, 50 d'épaisseur et qui disent « Ouais, ça, combien est-ce que ça vaut? Je n'y connais rien, j'ai retrouvé ça dans la cave de mon grand-père et on me dit que ça vaut de l'argent, etc. » Ces gens-là pensent vendre le plateau 500 €. Pour vous donner juste une simple idée, la boule que vous avez vue là dans l'intro de la vidéo, c'est une boule qui fait 0,625 m3. Au départ, 5,10 m de long, centre 45 sur le plus gros plateau, d'accord, 42 mm d'épaisseur. Je crois qu'il y a combien? 10 plateaux là maintenant, hein, puisque c'est coupé en 2. Je suis à 900 €. Donc tout ça pour vous dire que voilà, il faut connaître un petit peu la valeur du bois pour pouvoir le vendre de particulier en particulier sans gruger les gens et sans se faire gruger. Donc pour moi, c'est l'endroit le plus compliqué en fait finalement pour acheter ou pour vendre. Mais par contre, c'est probablement l'endroit où vous pourrez faire les meilleures affaires si vous y connaissez un petit peu et que voilà, certaines personnes veulent se débarrasser de certains lots, etc. Ça, c'est vrai. Moi, en tant que professionnel, je n'achète pas aux particuliers parce que j'ai besoin de factures pour pouvoir mettre dans ma comptabilité. Mais voilà, comme ça, vous avez un petit peu les 4 endroits principaux où vous pouvez vous fournir en bois. Donc ça, c'était les possibilités d'acheter son bois. Alors,
Dans quel cas est-ce qu'on va acheter du bois sur plot et dans quel cas est-ce qu'on va acheter de la vivée ou du raboté 4 faces? En fait, c'est relativement simple, c'est-à-dire, première chose, est-ce que vous êtes quelqu'un déjà d'averti? Donc vous avez déjà travaillé beaucoup le bois, vous savez ce dont vous avez besoin, vous connaissez les sections existantes, vous savez comment est-ce que vous allez travailler le bois, vous connaissez déjà un petit peu déterminer le fil du bois, les défauts, comment le bois risque de travailler en ayant analysé un plateau, etc. Ou bien vous êtes totalement novice, ou vous êtes dans l'entre-deux. Et vous connaissez déjà le projet que vous allez faire. Alors, le calcul, ou plutôt votre choix, va se faire sur le prix au mètre cube ou au mètre carré selon la vivée. Moi, j'ai mon scieur, il travaille au mètre carré, par exemple, sur le bois à vivée, et il travaille au mètre cube sur le bois en plot ou sur boule. Mais tout ça va déterminer aussi les sections existantes dans un rayon de bois à vivée et les boules existantes selon le volume dont vous avez besoin. Donc le choix et le conseil sur est-ce que c'est mieux d'acheter de la vivée ou est-ce que c'est mieux d'acheter des plots va être dirigé uniquement par votre projet, par votre budget et par l'outillage également que vous avez. Si vous n'avez pas de raboteuse dégauchisseuse, je dirais bien déjà dirigez-vous vers du raboté 4 faces. Si maintenant vous voulez vous lancer à faire du rabotage avec les systèmes comme on voit, que je découvre moi pour être tout à fait honnête sur YouTube avec défoncer avec dégauchir avec sa défonceuse sur table, etc. Commencer à faire des systèmes et tout, ok, pas de problème. Mais c'est un temps de fou pour un résultat qui ne sera jamais du même niveau qu'une dégauchisseuse. Donc, est-ce que vous avez tout le temps nécessaire, l'énergie et les risques de rater votre projet en allant acheter du bois avivé pour essayer de le dégauchir vous-même pour gagner 3 fois 6 sous plutôt que d'acheter un bois raboté 4 faces qui sera normalement mis à vos mesures pile poil tel que vous l'avez demandé. Donc voilà, tout ça, l'outillage que vous avez va régir la manière dont vous allez acheter votre bois. D'accord ? Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, si vous débutez et que vous voulez justement apprendre à faire des beaux projets, etc., c'est de commencer déjà par acheter de la vivée, et que vous êtes équipé évidemment, parce que la vivée vous permet justement de regarder la fibre du bois, de regarder la tranche du bois qui va vous permettre justement de déterminer si c'est du quartier, du dos, du contre-dos, du faux quartier, voir justement comment est-ce qu'il risque de travailler en fonction de ce que vous voyez sur le champ, mais aussi en fonction de ce que vous voyez sur le fil. Est-ce que le fil est droit? Est-ce que le fil part de travers? Quand vous regardez votre planche en l'alignant comme ceci, est-ce qu'elle fait banane ou pas? Ça vous donne déjà des indications sur comment le bois va travailler une fois dégauché, une fois raboté. Ensuite, il faut savoir que quand vous achetez de la vivée, certaines sections correspondent à votre projet, mais d'autres sections ne correspondent pas. Je m'explique, vous voulez faire une porte de maison, d'accord, et vous avez décidé de faire des montants de 10 ou 12 cm de large. Donc vous faites votre petit calcul de 40 € du mètre carré sur le bois avivé par exemple, de 40 mm d'épaisseur, mais quand vous allez à la scierie, vous vous rendez compte que malheureusement ils n'ont que des montants de 16. Donc voilà, tout ça il faut prendre en compte. Il faut aussi imaginer que quand vous allez acheter du bois avivé, vous n'aurez peut-être pas toujours la section en largeur que vous souhaitez. Par contre, tout ce qui est section en épaisseur, il y a des standards en Belgique, d'accord, qui sont généralement pour de l'avivé 51 mm, 41 mm ou 42 mm, ça peut même être 40 selon les fournisseurs, mais voilà. Ensuite, vous avez 27 mm, donc on passe de 42 à 27 mm. Donc si vous devez faire quelque chose de 30 mm, vous êtes obligé d'acheter du 40 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est des calculs à prendre en compte aussi quand vous faites une offre ou pour votre projet. C'est la perte de marchandises ou de matériaux selon le projet que vous allez faire. Donc après le 27 mm, c'est 20 mm et puis c'est 15 mm. Et donc avec toutes ces épaisseurs-là, vous allez devoir préparer ou dessiner votre projet en fonction des épaisseurs existantes brutes et en sachant que généralement on perd 5 mm de l'épaisseur
du départ. Donc si par exemple vous avez un bois comme ceci avivé de 45 mm, vous devez en sortir minimum 40 mm. Si vous ne sortez pas 40 mm de 45 mm, soit c'est que vous n'avez pas travaillé correctement à la dégauchisseuse, soit c'est que la planche était vraiment trop tordue. Mais ça, c'est de nouveau à l'achat que vous allez pouvoir déterminer la qualité de celui-ci. Ok? Donc ça, c'est pour les différentes possibilités. Maintenant, on va passer donc aux défauts du bois et ce à quoi il faut veiller quand vous achetez vos bois. Donc là, c'est plutôt un gros sujet. Alors, gros sujet maintenant à aborder, c'est les défauts du bois. Alors, pour comprendre les défauts du bois et pouvoir les analyser sur les plots, il faut comprendre la mécanique de l'arbre en partant de l'arbre sur pied. D'accord? Si vous comprenez, si vous visualisez un arbre sur pied, donc imaginez les racines, le tronc droit ou tordu, d'accord? Ou complètement tordu, hein, d'accord? Torsadé, on va dire, hein, etc. Vous allez pouvoir comprendre et reconnaître les défauts sur les planches une fois débitées. Donc pour ça, il faut comprendre et imaginer toujours l'arbre sur pied. Donc quand vous regardez votre boule, il faut l'imaginer dressée. Donc si vous voyez une boule qui part comme ceci, généralement, c'est que c'est un arbre qui a un cœur décentré. Donc ça, c'est le premier défaut que vous allez pouvoir analyser. Quand vous regardez l'arbre coupé en tranches, vous regardez les tranches et vous regardez si le cœur est centré par rapport à la boule ou si il est décentré. Si le cœur est décentré, vous pouvez déjà considérer que toutes les planches que vous allez couper, débiter, etc., il y a un risque supérieur aux autres d'avoir un cintrage ou d'avoir un tuilage après dégauchissage, rabotage. Donc, comprendre déjà dès le départ que l'arbre avec un cœur décentré, c'est un arbre qui a poussé soit sur un terrain pentu, soit qui a été soumis à un vent régulier ou simplement le poids des branches était disproportionné d'un côté de l'arbre par rapport à l'autre et donc a poussé l'arbre à se tordre vers le poids ou en tout cas pour compenser le poids qu'il a dû supporter de son vivant. Donc le premier défaut à observer, c'est le cœur décentré. D'accord? Alors ensuite, comme je disais, vous avez aussi le fil tordu. Donc si vous avez l'arbre qui est torsadé, le tronc torsadé, d'accord? Ça, généralement, ce n'est pas vendu en scierie parce que quand c'est débité, toutes les fibres sont dans le mauvais sens, etc. Et donc c'est inutilisable, en tout cas pour de la menuiserie en tant que telle, d'accord? Ensuite, vous avez les troncs cannelés, comme on dit. Donc les troncs cannelés, c'est, vous imaginez, vous avez votre tronc et en partie basse, vous avez le sentiment qu'on voit les racines en fait qui ont continué sur le tronc d'arbre. Donc ça, c'est très recherché pour les gens qui font de l'ébénisterie, etc. Parce que le dos et contre-dos est vraiment magnifique. Il est très flammé avec des nuances, etc. C'est très joli. Donc ça, voilà, c'est un défaut de croissance également, mais qui peut être recherché dans certains cas, comme la loupe ou le broussin. Alors, ceux qui savent ce que c'est, c'est une excroissance. En fait, j'essaierai de mettre des petites photos de ceci et là, de ce que j'explique, mais c'est une excroissance qui ressort du tronc, d'accord, à ne pas confondre avec les blessures d'élagage ou d'abattage. Donc ça, c'est une blessure d'élagage ou d'abattage, tandis que une loupe ou un broussin, c'est une excroissance de l'arbre qui forme une boule plus ou moins homogène, enfin bref, qui a été due soit à un champignon, soit à des insectes, ou soit à une agression ou à un stress permanent à l'endroit de cette excroissance. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître ou déterminer si c'est une loupe ou un broussin? Tout simplement, la loupe, elle est lisse, complètement lisse, et le broussin, il est hérissé. D'accord? Donc il est piqueté comme ça. Donc c'est ça la différence entre la loupe et le broussin quand vous voyez ça sur un corps d'arbre. Donc c'est aussi également un défaut de croissance de l'arbre, mais qui lui par contre en devient une qualité puisque c'est plutôt recherché pour son côté décoratif pour les bénisteries ou les bénisteries d'art. D'accord?
Donc ça, c'était pour les défauts de croissance. Il y a également l'arbre tordu, comme on dit. Donc vous avez le tronc qui part et qui fait une forme complètement tordue, en S ou autre, qui lui, par contre, va plutôt être recherché dans le cas de charpenterie navale, etc. ou d'objets, pareil, décoratifs, différents, qui nécessitent une forme bien particulière. Donc ça arrive que certaines scieries récupèrent des arbres tordus et à l'occasion, moi j'avais demandé à mon scieur à un moment donné, puisque je veux faire ma baignoire en barque, de récupérer un tronc de ce style-là, et quand il en a un qui m'informe, et je serais intéressé d'acheter ce type de tronc. Donc de nouveau, comme je vous dis, vous imaginez votre arbre coupé en tranches, quand vous l'avez devant vous posé, vous avez une idée déjà visuelle de comment cet arbre a vécu, et donc des tensions que vous allez pouvoir retrouver dans cet arbre. Si votre arbre fait déjà une courbe comme ça, sachez déjà qu'il y a une partie des planches qui auront tendance justement à vouloir reprendre cette forme même après dégauchissage. D'où l'intérêt de lire la fibre du bois. Mais ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller la visualiser. D'accord ? Comme défaut qu'on va pouvoir encore retrouver, c'est une différence de croissance. Donc quand vous regardez la partie basse de votre tronc, c'est plus difficile en scierie dans le sens où souvent les bois sont vraiment très bruts. Donc si le scieur est d'accord, vous pouvez recouper une petite tranche pour que la tranche soit plus nette, ou prendre une ponceuse, poncer un petit coup la tranche pour voir vraiment les fibres. Si vous voyez une irrégularité dans les cernes annuelles, c'est un défaut de nouveau de croissance, mais qui peut par contre amener quelque chose d'assez joli en termes de dessin, puisque vous allez avoir des nuances dans les flammes du bois, surtout de nouveau dans le dos et le contre-dos de certaines essences. Donc ça, c'est assez joli. Ensuite, vous avez aussi les cernes sinueuses. Donc vous avez des formes très sinueuses comme ça. Ça, c'est magnifique. De nouveau, on va retrouver ça dans le noyer, on va retrouver ça dans certains frênes, parce que c'est un bois qui est très nerveux, donc très difficile à travailler, assez compliqué justement pour garantir un travail nickel, etc. Pour le scieur, assez compliqué aussi. C'est pour ça qu'en Belgique, par exemple, on ne trouve pas spécialement assez facilement du frêne, parce que le frêne est assez compliqué à scier. Et donc, quand vous regardez la base de l'arbre, pareil, vous allez voir des fibres comme ça qui sont assez sinueuses. Et ça, c'est signe évidemment de très beaux motifs final sur les plateaux. D'accord ? Donc, fatalement, quand vous allez voir votre plateau, observez ce que je vous dis. Vous regardez les tranches de vos plateaux, vous allez voir que normalement les fibres sont relativement sinueuses quand vous avez pas mal de dessins justement comme ça sur vos plateaux. Ok. Alors le dernier défaut de croissance, donc c'est du contre-fil qui lui est quand même connu et assez reconnu des menuisiers. C'est quand les fibres partent dans un sens et dans l'autre sens à un endroit donné sur certaines planches. Donc ça, c'est aussi des défauts de croissance. Maintenant, on va parler aux défauts visuels que nous allons justement pouvoir reconnaître, soit par rapport à ce que je viens de donner là, mais aussi par rapport à ce que vous allez voir sur les planches. Donc, les premiers défauts qu'on va découvrir, ce sont les nœuds. Alors, en termes de nœuds, je vais essayer de vous faire des gros plans, mais vous avez donc les petits nœuds, d'accord, tout simple, sains, vivants, comme on dit, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tomber, ils ne sont pas tombants. Ensuite, donc ici, ils sont transversants, mais donc, comme je dis, vivants. Ils ne sont pas prêts de tomber, on le sent. Ensuite, vous avez les nœuds tombants, donc malsains. C'était ici un petit nœud qui était en bord de planche, qui n'adhérait plus et donc qui est tombant. Donc ça, c'est un défaut aussi à analyser, d'accord ? Voilà, ici encore, ça, ce sont des nœuds vivants, des nœuds pleins, d'accord ? On voit bien le nœud plein qui va fissurer. Pour les résineux, on a les poches de résine. Donc ça, c'est important parce que cette partie-là va cristalliser en partant froid ou partant sec, etc. Donc comme c'est le cas actuellement, il a fait plus frais, c'est bête, mais 2-3 jours, baf, ça cristallise légèrement. Par contre, dès que ça va être soumis à de fortes chaleurs ou directement au soleil, c'est une poche qui va se réouvrir et qui va de nouveau recouler. C'est une forme de protection quand elle cristallise et la résine de nouveau se met à recouler. Donc ça, c'est évidemment aussi un défaut du bois. Donc, on va retrouver aussi comme défaut la décoloration
du cœur, d'accord? Alors, ça s'appelle le cœur rouge qu'on va retrouver ici sur le hêtre. Donc là, vous voyez bien, on voit le cœur et on voit bien la partie centrale qui est décolorée par rapport au quartier, ici en l'occurrence, à gauche et à droite du cœur. D'accord? Donc ça, c'est des défauts à regarder. Là, le cœur, ici en l'occurrence pour le hêtre, pour moi, devrait être déduit du volume puisqu'il est évidemment totalement inutilisable. D'accord? Ensuite, on va retrouver tout ce qui est fente. Alors, les fentes, elles sont dues à quoi? Il y a plusieurs critères qui vont faire fendre l'arbre. Donc, le premier, c'est la gelure. Donc, partant, allez, on va dire plus ou moins doux, donc entre décembre et mars, si on a une période plus ou moins douce et puis que d'un coup, on a une forte pluie, une fissure où l'eau a pu s'infiltrer dans cette fissure de l'arbre, donc une blessure, l'eau s'infiltre, paf, gelure beaucoup trop importante et rapide, brutale, et l'arbre va se fendre sur une moitié. Donc on pourrait se retrouver avec ce défaut sur une boule qui a été coupée. Donc ça, à vérifier, pareil, chez le scieur, il doit pouvoir vous le dire. Ensuite, vous avez les gerçures, qui elles sont tout l'inverse, c'est-à-dire que ça va être des fissures créées par justement la sécheresse. Donc toute l'écorce est fissurée et on va retrouver toutes des fissures, comme vous allez pouvoir voir ici sur la planche de chêne. Là, ça s'appelle des gerçures qui vont évidemment être gênantes puisque souvent elles sont profondes. Donc même une fois des gauchis et rabotés, on va se retrouver avec une fissure qui est apparente et donc c'est un petit peu gênant. D'accord? Ensuite, en termes de blessures, on a donc, comme je vous ai montré, les découpes ou les blessures d'élagage. Donc ça, c'est une très grosse branche qui est soit tombée par son propre poids, soit qui a été élaguée par un bûcheron. Okay? Donc tous ces défauts-là, évidemment, on va les retrouver dans l'arbre au moment de la coupe et au moment du visionnage et de la sélection de nos propres boules. D'accord? Alors les nœuds, j'en ai parlé. J'ai parlé des fentes, donc on a les gerçures, on a les gelures. Et alors le dernier défaut qui lui est très courant et qu'on retrouve très régulièrement chez les scieurs, c'est la roulure. Alors la roulure, c'est quoi? C'est, vous imaginez que vous avez votre tronc d'arbre qui débute comme ceci et qui évolue. Alors imaginez que chaque fibre de bois est une feuille de papier qui vient se coller à la suivante, d'accord? Et donc, toutes les cernes annuelles ont la taille d'une feuille de papier et viennent se coller les unes aux autres. Et à un moment donné, il y a une période de sécheresse beaucoup trop importante que pour que la colle n'adhère, d'accord? Donc, elle ne passe plus correctement par le cambium, si vous préférez, d'accord? Et donc, il y a toute une partie de ce duramen, d'accord, ou de cette fibre qui doit se coller sur la précédente, qui ne se colle plus. Donc pendant une période de la vie de l'arbre, la fibre du bois ne se colle plus à l'autre. Donc cette partie-là est désolidarisée jusqu'au moment où cette fibre reprend son cours de vie normal, le cambium n'est plus désorganisé et donc cette fibre se recolle correctement. Et donc vous avez une partie du bois qui est totalement désolidarisée à un moment donné et ça crée une fissure qui elle est totale. Donc là, la fissure passe de part et d'autre des plots, voire de tous les plots, puisque justement c'est sur toute la circonférence évidemment de l'arbre que cette partie-là n'a pas été solidaire. Des fois c'est sur certaines parties, mais généralement on la retrouve sur toute la partie de l'arbre. Donc ça c'était pour les défauts. Maintenant je vais essayer de vous montrer tous ces défauts sur les planches et ensuite je vais vous expliquer comment sélectionner vos planches chez le scieur, comment on mesure les planches chez ce même scieur, le volume, comment est-ce qu'il est calculé et ensuite comment donc vous allez pouvoir déterminer le coût réel de votre boule ou de votre avivé selon le projet que vous avez. Allez, c'est parti. Donc voilà, ici on voit bien le cœur rouge, donc ici c'est le cœur et on voit bien qu'il est décoloré par rapport au duramen ici à droite, donc qui est vraiment du quartier, ici en l'occurrence c'est du hêtre. Ça on retrouve régulièrement sur le hêtre, très régulièrement même. Donc voilà,
on voit ici vraiment bien le cœur et donc ce cœur rouge. On va retrouver ça aussi sur le frêne, mais là c'est plutôt du cœur noir, d'accord? Donc ici, comme je disais tout à l'heure, ce n'est à ne pas confondre avec une loupe ou un broussin, c'est une coupe d'élagage. Donc ici, on va tomber sur un nœud mort, d'accord, totalement séché, et donc qui est transversant. Ici, on voit bien la fissure, donc ça, c'est de la gerce, d'accord. On va encore en retrouver ici, voilà, encore ici de la gerce. Alors, concernant, donc là, on va retrouver, ici, on va retrouver une poche de résine, là, un nœud vivant, ici, pareil, un nœud vivant, d'accord. Je retourne la planche, donc on voit bien qu'ils ne sont pas tombants, hein. Donc ils sont bien vivants. D'accord. Alors ici, voilà une fente, d'accord, qui part du pied au-dessus. On en rediscutera par après, justement, de ce qu'on en fait. Et alors, qu'est-ce que j'ai encore comme défaut à montrer? Alors encore un autre défaut. Donc ici, on a des piqûres d'insectes, d'accord, qui sont reprises dans l'aubier. Donc ici, par contre, l'aubier est inutilisable. Donc voilà déjà pas mal d'informations concernant les défauts, où trouver son bois, comment faire pour un petit peu découvrir ou imaginer comment l'arbre a pu vivre et quelle tension on risque de retrouver au moment du débitage. La vidéo risque déjà d'être assez longue, donc je vais en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des détails supplémentaires dans la prochaine vidéo, puisque là moi je vais continuer la vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on cube le bois pour avoir le prix de la bille d'une part, et puis vous, pouvoir le transférer par rapport à vos projets. Donc si vous avez 1 mètre cube de bois et que réellement vous allez en utiliser 500, hein, donc la moitié, ben, automatiquement vous allez devoir prendre le prix x2, hein, pour calculer le budget de l'offre que vous allez faire ou tout simplement du projet que vous allez avoir pour vous. D'accord? Ça sera dans la prochaine vidéo parce que celle-ci risque déjà d'être assez longue. Voilà pourquoi je vous dis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez des informations de plus, si vous avez le sentiment que j'ai oublié des choses, ce qui est possible puisque déjà je ne connais pas tout, et ensuite j'essaierai de répondre à ces questions et de faire une information supplémentaire éventuellement dans la prochaine vidéo qui devrait arriver la semaine prochaine. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!